Valls et M. Hollande ont déclaré sur la PMA sans père qu'ils suivraient l'avis du comité consultatif national d'éthique, ce qui est une aberration, puisque cet organisme est consultatif. Ça n'est pas à lui de prendre de telles décisions pour la France, et il est totalement aberrant que les responsables politiques lâchement transfèrent la décision au CCNE. De la même manière, la PMA sans père n'est pas légalisée, mais dans les faits, c'est l'avis de la Cour de cassation qui va inciter les tribunaux à ne pas suivre la législation française. Et c'est une aberration de notre système politique, en tout cas de la pratique actuelle de notre système politique. Ça n'est pas acceptable. Bonjour. Bonjour. Sur le plateau aujourd'hui de Héros de jeunesse, j'ai le plaisir d'inviter Geneviève Genati. Bonjour, vous êtes donc psychologue, clinicienne et psychothérapeute pour le couple et les familles. Et surtout, vous venez de commettre un ouvrage passionnant qui est « Attends, dépêche-toi, le temps des parents et le temps des enfants ». Donc c'est un cri d'alarme que vous lancez un petit peu, avec cette phrase très drôle, Papa Speed et Maman Court. Nous, on connaissait Papa Lit et Maman Cou. Non, Papa Speed et Maman Court. C'est donc la triste réalité de nombreuses familles aujourd'hui. Dépêche-toi, prends ton cartable, allez file, on est en retard, vas-y vite. C'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. Pour vous, ce cri d'alarme, alors, comment il est venu à votre idée? Et il est venu à mon idée parce que les enfants que je rencontrais avec leurs parents se plaignaient, eux, de ne pas avoir le temps de faire les choses et d'être tout le temps pressés. Et les parents, eux, se plaignaient de devoir se presser et de devoir mener leurs enfants un peu comme on les mène au travail. Et personne n'était content et tout ça créait un climat familial absolument désastreux. Et les dépêche-toi, mais aussi les attends, parce que attends, j'ai autre chose à faire, donc tu vas faire ce que je te dis, mais pas attends d'une manière qui favorise l'ennui et la créativité. C'était attends là, mais jusqu'à quand? Les enfants ne savaient pas trop et ils étaient en attente de choses qui n'arrivaient jamais. Donc c'était un peu désastreux, effectivement. Et du coup, j'ai un peu creusé la question, voilà. Et en creusant cette question, vous dites finalement, mais est-ce que l'histoire, le passé, les vieilleries, même les vieilles gens, sont-elles aussi inutiles qu'on veut nous le faire croire dans cette société de consommation? Est-ce que l'ennui, le vagabondage, le temps du rêve, de l'attente, de l'imaginaire, sont-ils vraiment à jeter aux orties? Voilà, alors c'est un peu la phrase type des parents, c'est « Vous savez, madame, comment sont les enfants aujourd'hui ?» Je sais comment ils sont aujourd'hui, mais je sais comment ils étaient hier et avant-hier. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait un changement dans ce que peuvent dire les enfants sur eux. Ils racontent de quoi ils ont envie. Ils ont envie de se promener, ils ont envie de construire des cabanes, ils ont envie de faire des choses comme ça, exactement les mêmes. Mais ils ont clé en main des écrans, des jouets préfabriqués tout faits, alors qu'ils pourraient jouer avec des boîtes en carton et mettre des roulettes. Voilà, ils ont envie d'autre chose, exactement comme il y a 50 ans. Et le passé est un peu à bannir au profit de toujours un avenir qui est soi-disant demain, mais qui n'arrive jamais et on court toujours après un avenir insaisissable. Donc dans votre ouvrage, vous avez aussi comme fil conducteur de nombreux livres de jeunesse, je suppose ceux qui vous ont passionné quand vous étiez enfant ou adolescent. Et qui me passionnent toujours. Et qui vous passionnent toujours, donc on va en faire passer quelques-uns. Et on va réagir un petit peu sur ces livres. Oui. Déjà, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Voilà. Alors ces 80 jours, c'est un petit peu court quand même pour faire le tour du monde. Ben, c'est un petit peu court et c'est un petit peu long. C'est-à-dire, c'est un petit peu court à l'époque de Jules Verne pour faire le tour du monde, mais c'est un petit peu long maintenant. On fait le tour du monde en presque quelques heures, en quelques jours. Mais si on veut voir le monde, les 80 jours sont nécessaires. Ça dépend de l'époque à laquelle on se situe et ce qu'on regarde autour de soi.
Voilà, que retient-on du monde quand on le parcourt trop vite? Mais là, c'est un pari. Phileas Fogg, il fait un pari qu'il va y arriver en 80 jours à revenir à son point de départ. Et c'est un gros pari. Il ne faut pas oublier que le livre est paru à l'époque de la société industrielle, où on essayait d'avancer plus vite déjà. Voilà, donc vous comparez dans votre livre, enfin vous mettez en parallèle le temps des horloges, donc ces fameux 80 jours où je pars à 8 h, j'arrive à 9 h, j'ai fini à 10 h. Du sens subjectif, qui est celui de la personne. Voilà. Et alors ce temps subjectif, c'est un temps qui est vraiment j'allais dire peut-être un des personnages principaux, si on peut le dire, des aventures d'Alice au Pays des Merveilles, complètement. Qui est un chef-d'œuvre. C'est intemporel. Alors vraiment, c'est un chef-d'œuvre intemporel et dont le sujet est le temps, vraiment. Parce que toutes ces questions qu'Alice se pose sur grandir, être petit, changer de place, et pourquoi les choses se font de telle manière, pourquoi on prend le thé à telle heure, et pourquoi le lapin court-il si vite, et où va-t-il? C'est vraiment la question qu'on devrait se poser encore, mais qu'on n'a peut-être plus le temps de se poser. Et les enfants lisent-ils toujours Alice au Pays des Merveilles? Je crois, et ils adorent qu'on leur lise, et qu'on leur lise comme ça, par épisode, avec toujours le suspense, l'énigme, que va-t-il se passer demain? Que va-t-il se passer? Alors, on va aussi présenter dans cette émission un film qui est aussi un film un petit peu intemporel, puisqu'il n'est pas sorti tout à fait récemment en salle, l'original est même de 1958, mais sa version restaurée est sortie en salle il y a peu, et maintenant on le trouve aussi en DVD. Il s'agit du film Mon oncle de Jacques Tati, où mon oncle, finalement, c'est le regard de ce petit garçon, Gérard, qui est finalement tiraillé entre d'un côté ses parents consuméristes, automobilistes, qui vivent dans une maison totalement aseptisée, très moderne, très cubiste, et de l'autre côté, son oncle, qui est joué par Tati, qui est ce monsieur Hulot, qui est un fantaisiste extraordinaire, qui roule en vélo Solex et qui se promène vraiment sans respecter beaucoup le code de la route, et qui laisse finalement le petit garçon vagabonder à sa guise. Regardons plutôt la bande-annonce. Oh, c'est si pratique, tout communique. Son nom, ce n'est tout de même pas un exemple. Ah non. Moi, je fais de belles cocottes en papier. Oh, Gérard, voyons, sois gentil. Oh, c'est ravi. C'est charmant. Donc cet oncle du petit Gérard, finalement, que montre-t-il? Il montre que le temps n'est pas le bon temps, finalement, le temps des parents. Déjà, c'est un film visionnaire, parce que pour l'époque, il paraît complètement surréaliste, toutes les maisons n'étaient pas équipées de cette manière, mais on voit bien les gens qui sont très, qui ont une technologie importante, ils courent. Il marche très très vite. C'est l'oncle qui est dans le temps des enfants. Il lui donne la main, il l'emmène. On voit bien, puis dans tout le film, on le verra. L'oncle est resté capable d'entendre le temps des enfants et de partager le temps des enfants. Alors que la mère, là, on le voit, est tellement contente de la nouvelle technologie, de tout ce qui devrait la libérer. Hein. C'était l'époque, Moulinex libère la femme, elle libère
pas vraiment. Pour faire quoi? Pour chercher d'autres instruments. Et finalement, elle n'a pas le temps, cette maman, de s'occuper de son enfant. Et c'est l'oncle qui vient parer aux défaillances, finalement, de la famille moderne, du progrès. Voilà, c'est caricatural, mais quand même, ça dit déjà des choses. Jusqu'à la dernière image, malgré tout, où le petit garçon arrive à glisser sa main dans la main du papa. Oui. Donc, tout n'est pas totalement perdu. Les enfants arrivent à transformer leurs parents. J'espère. Ils savent demander. J'espère. Donc, en fait, dans votre livre, donc, Le temps des parents, le temps des enfants, vous posez aussi justement le problème de la transmission, du temps nécessaire pour transmettre, qui n'est pas celui de l'information, qui demande justement des relations humaines chaleureuses et de prendre le temps de la croissance de l'enfant. Voilà, parce que on a tendance à confondre. Actuellement, on parle de communication en permanence, et en communication, on entend information. Information, c'est un fait, voilà, c'est fourni par les médias, et c'est un événement qui est raconté, qui éventuellement passe en boucle sur une bande en bas de l'écran, des choses comme ça. Ça, c'est de l'information. L'information, elle peut être donnée par n'importe qui. La transmission, ce que, en tout cas, moi, je l'appelle la transmission, c'est pas un médium froid qui va le passer, c'est une personne qui a des émotions, qui a des points de vue, qui va varier ses manières de voir et qui va, en même temps, questionner l'autre. Questionner et laisser la place à la réponse. Et tout ça prend du temps, prend énormément de temps. Parce que la transmission, ça se fait à deux, ça ne se fait pas que dans un sens. Bien sûr. Alors, curieusement. Mais vous, justement, vous parlez d'un livre qui est absolument passionnant, qui est un livre de mythologie grecque, écrit par Muriel Zac, qui s'appelle Le feuilleton d'Hermès, où en 100 épisodes, on a toujours envie de lire l'épisode suivant, on a toujours envie de tourner la page. Et pourquoi Hermès? Justement parce que c'est le petit dieu non seulement des voleurs, mais c'est peut-être celui qui est resté enfant. Voilà, c'est le dieu enfant, c'est le dieu qui a des possibilités, qui se questionne, elle l'a très bien montré Muriel Zac dans l'ouvrage, qui se questionne sur les choses qui arrivent, qui trouve des solutions de type enfant, les manières de se cacher, les manières d'aborder toutes les problématiques de la vie, comment il va se faire aider aussi, et puis c'est aussi un dieu qui aide les autres, enfin il y a tout un jeu relationnel, et qu'il soit le fil conducteur de la mythologie dans le livre de Muriel Zac, j'ai trouvé qu'elle avait une idée formidable et tellement compréhensible. Et puis alors, c'est sous la forme d'un livre en 100 épisodes, c'est tellement merveilleux de pouvoir en lire un épisode chaque soir avec les parents. Et alors, pourquoi justement parler de mythologie aux enfants petits, puisque ça s'adresse aux enfants à partir de 6-7 ans, ce livre? Voilà. La mythologie, ça parle de nos origines, en tout cas, et de nos origines transformées, revues et corrigées tout au long de la vie. Rien ne dit, et c'est certainement pas vrai, que ce qu'il y a dans la mythologie soit vrai, se soit vraiment passé. C'est complètement une invention, mais c'est tellement l'humain profond. C'est pour ça que l'enfant de maintenant est semblable à l'enfant d'il y a plusieurs siècles. C'est-à-dire, sauf que voilà, les conditions de vie sont complètement différentes, mais on a toujours envie de savoir d'où on vient, et les problématiques posées par la mythologie sont des problématiques intemporelles et complètement actuelles, du coup. Et peut-être même fait-on comprendre aux enfants des problématiques qui ne sont pas forcément exactement de leur âge, mais qui s'imprègnent un peu dans leur esprit, qui vont comprendre plus tard. Parce que comme c'est du monde de l'imaginaire, de la création, c'est peut-être un petit peu plus facile d'expliquer, ou en tout cas ça veut bien dire que oui, tout n'est pas parfait sur la Terre, qu'on a pourquoi la paix, pourquoi la violence, pourquoi la ligne droite, pourquoi la ligne courbe. Enfin bon, il y a des explications qui ne sont pas forcément théoriques, mais qui sont mythologiques. Ça a une autre valeur, c'est que dès l'instant où on se sert de la mythologie pour parler des problèmes actuels, par exemple, et non pas parler directement des problèmes actuels, on rentre dans une dimension symbolique. Parce que ce qu'il va y avoir, par exemple, dans les familles de Zeus, c'est plein de familles recomposées. Ah oui. On ne peut pas dire le contraire. Il y a plein d'événements qui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et l'enfant, petit à petit, il y a plusieurs niveaux de lecture dans la mythologie. Et du coup, l'enfant, petit à petit, va pouvoir se dire « Ah, mais tiens, c'est comme ». Voilà, c'est métaphorique. Mais avec l'idée que, comme c'est dans le monde des dieux, et que les dieux, ils savent aussi se transformer, ce qu'on ne fait pas tous les jours. Il n'y a pas toujours un aigle ou un rayon de lumière. Donc, comme c'est dans le monde des dieux, je suis quand même relativement protégée, moi, en tant qu'enfant, dans ma naïveté ou dans mon innocence, par rapport à des problèmes qui me dépassent un petit peu. Voilà.
Et ça remet les choses ailleurs, mais en même temps, ça interpelle un petit peu sur ses propres problèmes. Et ça donne envie de les relire plus tard. Alors revenons-en un petit peu aussi aux albums plus contemporains. Des albums de littérature sur le temps. On a énormément de récits sur le temps, puisque c'est quand même un des problèmes de notre époque fondamentale de la philosophie. Mais j'ai trouvé 2 albums qui sont absolument charmants. Un album, parce que l'histoire, c'est qu'est-ce qui s'est passé avant moi. Oui. Ça intéresse beaucoup les enfants. Avant moi, qu'est-ce qui se passe? Ce livre s'appelle « Une bouteille à la mer ». Et c'est l'histoire d'un marin qui envoie un jour d'ennui, il lance une bouteille à la mer. Et cette bouteille est récupérée 11 ans plus tard par un petit garçon qui, lui, n'a que 9 ans. Donc on a toute une histoire sur le temps qui se passe, le circuit de cette bouteille, dans laquelle il y a un petit message assez anodin. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure de la lecture de l'album, le marin va rencontrer le petit garçon. Qu'est-ce que ça peut vous dire, ce livre? Alors, je trouve ça intéressant parce que la bouteille a été jetée à la mer avant la naissance de l'enfant et il y a tout un décalage de temps qui fait que l'enfant doit... Quand il va savoir que c'était 11 ans avant, parce qu'à la limite, il ne sait pas quand est-ce que... on ne lui dit pas, je crois, quand est-ce que la bouteille a été jetée, ou il y a une date sur le message. Il y a une date sur le message. Donc il sait tout de suite que, la résistance au temps, déjà, parce que pendant 11 ans, cette bouteille s'est promenée, et c'est lui qui la trouve 11 ans après. Ça rappelle tout à fait les lancers de ballons. Moi, quand j'étais petite, on lançait des ballons qui partaient, on ne savait pas où, et qui tombaient et qu'on retrouvait peut-être des années après dans un autre pays et il y avait une carte concours du plus loin quel ballon allait le plus loin, ce qu'on fait plus du tout, mais les enfants adorent ça parce qu'il y a un côté énigmatique et pendant le temps de la promenade, je pense que le marin se demandait si cette bouteille allait revenir et c'est l'enfant, enfin je trouve que symboliquement là aussi c'est très intéressant, c'est un enfant plus jeune que la durée du voyage qui va lui rapporter la bouteille et donc pendant le temps écoulé, la bouteille s'est promenée mais n'a pas été perdue. Alors, il se passe quelque chose après. Il se passe une aventure. Un autre livre aussi qui est Luna et la chambre bleue, où une petite fille qui est réputée trop calme, ses parents s'inquiètent, la maîtresse s'inquiète, elle est trop calme et elle trouve refuge ou en tout cas connivence chez sa grand-mère, notamment en rêvant qu'elle pénètre dans la tapisserie qui est une toile de Jouy. Et de la toile de Jouy, cette toile bleue avec des images un petit peu 18e, elle l'anime par un grand fil rouge et un petit chien qui lui tient compagnie. Et donc elle va réinventer un monde dans lequel elle est à l'aise. Alors ces enfants trop calmes, qu'est-ce qu'ils peuvent signifier dans cette histoire de temps? Alors, les enfants trop calmes, il peut y avoir plusieurs raisons, mais d'abord, la meilleure, peut-être, c'est quand ils arrivent à rêver, à imaginer, ils sont calmes parce que ils rêvent, ils inventent des histoires à partir d'un petit élément de leur environnement. Là, on le voit, c'est la toile de Jouy qui, ceci dit, la toile de Jouy, ça fait très passé, ça fait très grand-mère, et ça ne dérange pas du tout cette petite fille. Donc, ça, au contraire, elle y trouve là matière à rêver, un peu comme les miroirs quand on passe à travers, les placards. Et là, elle peut inventer quelque chose. Alors, elle est trop calme, mais parce qu'elle est créative. C'est-à-dire qu'elle a une ressource en elle qui est, je peux imaginer quelque chose d'autre que la vie réelle, quand la vie réelle est un petit peu trop casse-pied ou quand je m'ennuie. Par contre, si c'est de l'inhibition, le trop calme inhibition, c'est-à-dire je suis pas bien dans le monde du réel qui m'entoure, et donc là l'enfant ne fait pas ce que fait Luna. Il n'inventera pas une histoire à partir d'un détail d'une toile de Jouy. Donc vous rencontrez des enfants justement qui ont une relation au temps qui n'est pas celle de leurs parents ou qui refusent la notion du temps imposée par l'école, la société, la famille. Cette fameuse réforme des rythmes scolaires dont on a tant parlé, est-ce que ça n'est pas non plus aussi une modification des rythmes de vie de toute la société ? Oui, alors c'est la société, enfin c'est le ministère qui l'impose ou pas, parce que certaines écoles résistent, alors pour des bonnes ou des mauvaises raisons. C'est surtout que cette réforme, elle a été faite, alors là pour le coup, dans une urgence incroyable, et que l'application de la réforme est plaquée et sans recul, sans avoir formé des gens en général, hein, là je généralise, certaines communes ça va très bien, mais d'autres c'est pas possible. Le temps est occupé, on occupe du temps de l'enfant,
Alors là, pour le coup, on le ferait mieux de laisser dessiner, imaginer, inventer des histoires. Si on n'a pas de matériel, on n'est pas obligé d'avoir du matériel, mais le temps est un petit peu... Le nouveau rythme scolaire est plaqué et perturbe la famille. Si l'éducation nationale, la famille et la culture ne travaillent pas ensemble, ce temps, il a à peu près pas de sens. Et pourtant, c'est une rareté, ce bon temps passé avec les enfants. Et est-ce que justement, une des bonnes façons de resynchroniser le temps de l'enfant et des parents, ce n'est pas justement, et je promeut un petit peu la lecture enfantine par ce biais, de leur lire des histoires, non pas de les mettre devant un écran qui leur raconte une histoire, de leur lire Exactement. une histoire dans le confort du coussin, de l'oreiller, dans le canapé, de leur lire le soir avec un vrai contact physique, une histoire qu'on va lire et relire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de la transmission. C'est-à-dire que la transmission se fait par le moment et l'état dans lequel on est, l'état émotionnel que procure la lecture d'une histoire. Une histoire peut faire peur et être une très bonne histoire et un merveilleux souvenir parce qu'on était dans les coussins avec papa, maman ou l'un ou l'autre et on était en train d'écouter une histoire et on le fait répétitivement. Alors, à part Alice au Pays des Merveilles, vos souvenirs de lecture personnels? Quand j'étais petite, enfant. La Comtesse de Ségur, beaucoup. Ça me faisait rêver vraiment, malgré toutes les bêtises de Sophie. À cause. Oui, à cause. J'étais un petit peu turbulente, alors donc les histoires de poupées cassées et recollées comme on pouvait, le côté un peu bande d'enfants joyeux, enfin c'était un monde idéal, la maison de famille idéale où tous les enfants ont l'air d'être en liberté tout en se faisant beaucoup gronder. J'adorais les livres aussi. Il y avait un livre, je ne me souviens plus du tout du titre, un livre dans, comment ça s'appelait, pas Bibliothèque d'or, les livres d'or. Les livres d'or. Rouge et or peut-être, rouge et or. Avant, il y avait les livres d'or, il y avait une petite histoire d'une petite fille qui s'occupait de son chat comme si c'était son enfant. Et on voit bien que c'était déjà des projections, l'envie de s'occuper d'enfants que j'avais déjà, mais toute petite, vraiment les premières lectures. Puis après, les histoires de détectives avec Alice, une autre Alice, ça, en rouge et or, Alice qui cherchait des indices partout. Il y a toujours la question de l'énigme. La question de l'énigme, elle est fondamentale chez l'être humain et elle commence tout petit. Oui, pour vous, en effet, ces traces, ces chasses au trésor ne peuvent mener qu'à un passé extraordinaire. À son origine, en fait. Et ouvrir vers le futur. On est toujours, ouvrir vers le futur et avoir envie de le transmettre. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Geneviève Genati, d'être venue sur notre plateau. Donc, je rappelle votre livre « Attends, dépêche-toi, le temps des parents, le temps des enfants » aux éditions de l'Archipel. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous.